Bismillah, salam rasoulillah. J'appelle le président, Dr Ben Khaled, pour ouvrir la séance. ومرحبا بكم. كاسك ما عنديش علاش أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc nous sommes ravis, je dirais heureux, ravis de renouveler cette rencontre avec vous pour une formation médicale continue en cardiologie et diabétologie. Et pour ce faire, nous avons réuni dans cette salle aujourd'hui une pléiade d'enseignants hospitalo-universitaires que vous connaissez. أغنياء عن التعريف. Professeur Chiban, c'est l'un des plus anciens pionniers de la formation médicale continue. Il a roulé sa bosse un peu partout en Algérie. Et le professeur Barous, c'est une lumière dans le ciel du Chelf aujourd'hui. Vraiment, c'est le top, le top. Même les autres communicants, le professeur le nouveau parmi nous, le professeur Zawi, il nous vient dans des circonstances un peu particulières à la va-vite depuis Tizi Ouzou. C'est pas facile de venir de Tizi Ouzou. C'est Tizi Ouzou. Donc, nous avons aussi l'honneur de recevoir un revenant, le docteur Remili, ou le docteur Bessaïh, ما نهضروش عليه دائما راه professeur Bouri, elle n'est pas là mais Jet. Donc professeur Charifi. Donc tout ce beau monde, nous espérons qu'ils vont nous régaler avec leur savoir-faire, savoir à jour. Et sans plus tarder, j'appelle Meskini pour modérer cette séance. Comme professeur Zawi doit partir, donc s'il y a des questions dans l'assistante, qu'ils posent leurs questions. Merci pour votre présentation. Concernant la fibrillation du CGGN, quand on parle d'une fibrillation idiopathique, c'est-à-dire quel est l'examen qui peut juger qu'elle est idiopathique? Je vous remercie pour la question. Une deuxième question, oui. S'il vous plaît. La CFA et le sport, c'est-à-dire la relation ACFA et sport, vice-versa. Merci. Merci beaucoup. Il faut retenir une chose. Quand on vous dit idiopathique, qu'est-ce que ça veut dire le terme idiopathique? Il n'y a pas de cause connue pour le moment. Donc il faut commencer par éliminer toutes les causes. Donc quand vous avez un patient qui fait une ACFA, donc vous faites votre diagnostic clinique électrocardiographique, vous faites une écho parce qu'il y a les étiologies valvulaires, toutes les étiologies avec un substratum, une atteinte anatomique du cœur, donc substratum anatomique du cœur. On élimine tout ça, on fait un bilan biologique exhaustif pour éliminer tout ce qui est dystéroïdie, anémie, etc.
Si on ne trouve rien, ça devient une FA idiopathique. Dans la FA idiopathique, il y a plusieurs mécanismes, surtout pour les spécialistes. On incrimine des extrasystoles qui naissent dans les veines pulmonaires, qui déstructurent l'architecture électrique de l'oreillette, ça c'est pour nous. Et on incrimine chez certains patients une anomalie génétique liée au chromosome X. Retenez une chose, vous devez éliminer tout ce qui est anatomique et biologique. Si vous avez éliminé ça, ça devient pour vous une idiopathique. Le spécialiste, il va explorer c'est quoi. Est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est des extrasystoles au niveau des veines pulmonaires, etc. Et on aura des traitements spécialisés pour ce genre de cas. Pour la deuxième partie, pratique de sport, la FA, comme je vous ai dit, n'entraîne pas de surmortalité quand elle est bien traitée. Elle va entraîner plutôt un retentissement sur la qualité de vie. Cette systole auriculaire, on en a besoin pour avoir un meilleur débit cardiaque. C'est pour ça qu'on va s'acharner chez les sujets qui sont relativement jeunes à rétablir le rythme sinusal pour leur permettre d'avoir un maximum d'activité physique. Sinon, pour répondre dans l'absolu, j'ai des patients qui sont en FA, qu'on a essayé de réduire mais qui récidivent dans leur FA, et ils peuvent faire du sport. Ils auront toujours une capacité physique légèrement réduite par rapport à un patient qui a ce remplissage auriculaire. Merci Zawi pour ta présentation. Alors, du début de la présentation jusqu'à choc en cas d'urgence, c'était magistralement limpide. Et c'est applicable par tout le monde. Mais à partir de cardioversion pharmacologique ou électrique, quelle est la place du généraliste dans la décision? C'est une excellente question. Au fait, je fais souvent de la FMC pour les généralistes, et comme je vous ai dit, c'est le trouble du rythme le plus fréquent que vous allez rencontrer. Donc on va identifier deux types de généralistes. Vous avez le médecin généraliste urgentiste qui est au pavillon des urgences. Premier réflexe, l'AFA vient, vous vérifiez si elle est bien tolérée ou mal tolérée hémodynamiquement. Si elle est mal tolérée hémodynamiquement, vous choquez. Si elle est bien tolérée hémodynamiquement, vous avez vos cardiologues de ville, vous les envoyez, on doit faire une écho. C'est à nous de faire le schéma anticoagulation. Si on décide de faire la cardioversion, on va faire une anticoagulation et vérifier à l'écho, soit transœsophagienne avec héparine, soit transthoracique avec anticoagulant oraux pour vérifier l'absence de thrombus. Par contre, vous êtes en droit, durant votre garde, de ralentir votre ACFA si vous avez décidé, parce que vous ne savez pas, est-ce que moi, le cardiologue, je vais faire un contrôle de rythme ou de fréquence. Si vous ralentissez, évitez la digoxine. Je fais ouad le-kelma. Digoxine, elle est CD négatif. CD talorna négatif. C'est quoi CD négatif? Chronotrope négatif, dromotrope négatif. Chronotrope, elle diminue la fréquence du nœud sinusal. Dromotrope, le dromadaire conduit dans le désert, elle diminue la conduction auriculo-ventriculaire. Quand je mets un patient sous digoxine, je bloque son nœud sinusal, je bloque son nœud auriculo-ventriculaire. Si moi je fais une cardioversion sous digoxine, quel est le risque? J'éteins l'électricité. Le but du choc électrique, c'est d'éteindre l'électricité et d'espérer que le nœud sinusal se réveille. À cause de la digoxine, il ne va pas se réveiller. Le nœud auriculo-ventriculaire ne va pas se réveiller à cause de la digoxine. Et votre patient vous fera des rythmes idioventriculaires, vous fera un rythme ventriculaire et il décédera. J'étais jeune assistant en cardio. J'ai eu un patient qui avait un flotteur, c'est l'équivalent d'une ACFA, de façon un peu différente, rapide, 1 pour 1, qui était sous digoxine de façon chronique. Il fallait le choquer parce qu'il avait un flotteur mal toléré. J'ai choqué, il est décédé. Parce que je choquais, je récupérais un rythme idioventriculaire, je massais, il revenait en flotteur et je faisais le cercle vicieux jusqu'à ce qu'il soit décédé. Donc si vous devez prendre en charge urgence, vous choquez, ce n'est pas urgent, ralentissez par le bêta-bloquant. En tant que cardiologue, je le fais. Si jamais le patient est gêné et qu'il est stable, malgré que vous avez fait la digoxine, ça va m'obliger d'arrêter la digoxine pendant 3 à 5 demi-vies. Donc ça va tourner aux alentours de 5 jours à 1 semaine d'arrêt de la digoxine avant de faire la cardioversion. Je vous remercie Oustad pour la question parce que ça m'a permis de prendre encore 1-2 minutes sur ma présentation. Merci. Merci pour s'il vous plaît, merci pour la présentation. Quelle est la conduite pratique devant un CFA paroxystique? Tout dépend comment vous le recevez. Vous êtes médecin généraliste. Si vous le recevez à un moment où il n'est plus en ACFA, vous ne pouvez pas savoir, donc vous allez nous l'envoyer. On va faire un Holter ECG pour essayer de démasquer. Il y a plusieurs explorations qu'on peut faire pour essayer de démasquer cet ACFA. Si vous le recevez pendant son ACFA, c'est le même raisonnement. Bien toléré, mal toléré, vous choquez, bien toléré, vous allez raisonner contrôle de fréquence, contrôle de rythme. Contrôle de fréquence, bêta-bloquant pour ralentir, vous l'envoyez au spécialiste. Contrôle de rythme, vous l'envoyez au spécialiste. On fait le schéma anticoagulation écho et on fait cardioversion chimique et ou médicamenteuse.
Nassim, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Moi, je suis généraliste, je ne suis pas très performant en FLECG. Qu'est-ce que tu me conseilles pour détecter la FA? De façon, je suis dans mon cabinet, je ne sais pas interpréter le CG. Donc, donne-moi des conseils pour diagnostiquer cette FA qui, on me dit que la prévalence est importante. Donc, donne-moi des outils. 2, maintenant, on a des outils connectés. La nouvelle génération, ce n'est plus comme nous, hein. Non, on a des outils connectés. Est-ce que ça a de la valeur, ça, ou pas? Merci. Docteur Gassem, je pense que vous le connaissez, c'est un éminent cardiologue, c'est un frère, c'est pas un confrère qui est à Oran. Donc il a mis le point sur 2 notions. Vous avez le diagnostic et le dépistage. Dépistage, c'est des outils qui ne sont pas hyper scientifiques, mais qui vous permettent de vous orienter vers le diagnostic. Vous avez les montres connectées. Vous avez les téléphones. Il y a plein de dispositifs qui permettent de calculer la régularité du rythme. Et à partir d'une certaine irrégularité, ils vont dépister la CFA. Ils vont vous dire la probabilité que vous avez une ACFA est élevée. Allez voir un médecin pour confirmer ou pas. Et puis vous avez des tensiomètres actuellement qui ont des algorithmes d'ACFA. Donc en prenant votre tension artérielle, il détecte la fréquence cardiaque. S'il détecte que la fréquence est irrégulière, à partir d'un certain seuil d'irrégularité, il y a une alerte et ça reste du dépistage. Donc c'est des outils qui sont validés dans le dépistage, non encore validés dans le diagnostic. Ensuite, pour le diagnostic, c'est d'abord l'irrégularité du rythme et puis vous faites un électrocardiogramme. Si sur votre électrocardiogramme, vous ne voyez pas d'onde P du tout, elle disparaît et que le rythme ventriculaire est irrégulier, c'est une ACFA par ordre de fréquence. Ça peut être un flotteur, les spécialistes, à conduction variable, ça peut être beaucoup de choses. Mais par ordre de fréquence, à votre niveau de médecin généraliste, c'est une ACFA et il y a un grand risque thromboembolique. Donc regardez si le patient n'a pas de contre-indication à une anticoagulation, vous pouvez même anticoaguler. Vous êtes censé manipuler les anticoagulants. Bien sûr, j'ai dit, vous palpez le pouls, vous auscultez la fréquence cardiaque, vous aurez une irrégularité, mais ensuite le diagnostic est électrocardiographique, donc ECG, Holter, etc. Oui, pour qu'on te laisse partir, très pratique, femme gestante, antécédente de fibrillation atriale, qu'est-ce que tu proposes actuellement? Qui passe actuellement en FA, ou là pas encore? Non, elle est en FA. Très bien. Elle a fait sa grossesse, tolérée, autorisée par son gynéco et son cardio. Actuellement, qu'est-ce que tu préconises comme bêta-bloqueur? C'est une excellente question. Il faut savoir qu'on ne donne pas d'athénolol durant la grossesse. D'accord? Il a été incriminé dans des retards de croissance intra-utérins. Les bêta-bloquants cardiosélectifs n'ont pas d'études, mais il n'y a pas de contre-indication à leur utilisation. Il n'y a pas d'études spécifiques chez la femme enceinte, mais toutes les études ont inclus quelques femmes enceintes et on n'a pas eu de constatation de dangerosité. Ensuite, vous avez le labetalol, qu'on n'a pas en Algérie, qui est autorisé. Il a fait ses preuves chez la femme enceinte. Retenez juste que quand vous pouvez arrêter le bêta-bloquant durant la grossesse, à partir au-delà du 8e mois, parce qu'il peut être responsable d'hypovolémie fœtale. Donc, si c'est possible d'atteindre jusqu'au 8e mois et vous l'arrêtez après, sinon, si c'est obligatoire, on a beaucoup de patientes avec des troubles du rythme, avec de l'insuffisance cardiaque qu'on fait accoucher sous bêta-bloquant. Interdit athénolol durant la grossesse. Les cardiosélectifs, vous les connaissez, donc métoprolol, bisoprolol, nébivolol, etc. Vous pouvez. Le labetalol, oui, on a des preuves scientifiques que c'est oui. Et puis, 8e mois et plus, hypovolémie fœtale. Si on peut l'arrêter, tant mieux. Si on ne peut pas l'arrêter, ben on continue et on gère le fœtus. Je te remercie. Merci, professeur. On est pris par le temps. Sinon, vous posez votre question après, il y aura... En tout cas, merci professeur Zawi, vous avez été excellent. Désolé de vous chambouler le programme. Désolé. On va juste lui remettre en présent l'attestation. Ouais, vous prenez la photo. Pour les gens qui sont en train de prendre des photos, vous avez une application, d'ici 10 jours, vous avez la communication Kemla dans l'application. Donc dans votre application, vous pouvez revoir la communication. Donc ce n'est pas la peine de reprendre les photos, ça, vous perdez du temps et vous vous déconcentrez. Comme docteur Gassem, elle est très passionnée par la fibrillation auriculaire, j'appelle le docteur Gassem pour donner l'attestation. Il y a une femme. Il y a deux Gassem. Il y a deux Gassem. Il y a deux Gassem. Bonjour, ça va? La famille Garé. Votre cousine. Alors, une photo de groupe.
Merci encore, professeur Zawi. Hein. Merci, professeur Cherifi, pour ces éclaircissements et ces informations sur cette pathologie que tout médecin parmi nous doit avoir dans l'esprit pour essayer de la détecter ou la rechercher. Merci. Donc, on donne la parole à la salle. Une question par communication, vu que le temps nous a dépassé. Une question par communication. Question au professeur Chiban. Merci. Y a-t-il une relation entre l'augmentation du taux d'LDL et l'apparition des plaques d'athérome? L'action du traitement hypolipémie sur les plaques non significatives et à quel degré? La deuxième question, la première. La première, est-ce qu'il y a un lien entre les LDL et la formation de plaques d'athérome? Le taux d'LDL et l'apparition des athéromes. Oui. La deuxième. Je réponds à la première. J'ai perdu les plaques d'athérome. Oui. L'action du traitement hypolipémie sur la plaque. Et à quel degré? D'accord. Alors, le LDL est le principal, si vous voulez, élément qui est à l'origine de la formation d'une plaque. C'est l'oxydation du LDL qui va s'incruster donc sous l'endothélium et qui va donc être phagocyté et donner des cellules spumeuses qui vont former le substratum, si vous voulez, anatomique de cette plaque d'athérome. Donc c'est le LDL. Et à n'importe quel taux de LDL, on peut former des plaques. Les études, le taux de cumul, le cumul à 8000 mg par décilitre durant la vie, c'est une estimation dans la population générale. C'est-à-dire quand on atteint ce taux, on est plus disposé à développer des événements cardiovasculaires. Donc le LDL, oui, c'est lui l'élément principal et c'est pour cela que le traitement de l'athérosclérose repose sur le traitement qui va baisser le taux de LDL. C'est la principale dyslipidémie, si vous voulez, qui est à l'origine de l'athérosclérose et de la formation de plaques. Est-ce que le traitement par statine, qui est le traitement le plus répandu, réduit la plaque? Oui. C'est-à-dire le traitement par statine réduit même une plaque formée. Déjà, il empêche la formation d'autres plaques. Il stabilise la plaque quand il est utilisé à de fortes doses, mais il permet également de réduire une plaque préexistante. L'effacer, non, mais réduire son volume, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci, professeur Chiban. J'appelle Dr Bouchlef pour remettre l'attestation au professeur Chiban. Bon, une question pour le professeur Cherifi. Est-ce qu'il y a une question sur l'hyperaldostéronisme? Donc, c'est nouveau pour la salle et ça demande encore et encore des formations. Je vous remercie et je vous appelle à...
Bon, je remercie tout le monde. Je remercie surtout pour votre accueil, hein, d'accord, chaleureux, et qui nous a permis de partager des moments très agréables et de connaître l'ensemble. Et puis, je me dis, le plus important, c'est la connaissance, c'est le partage, c'est la communication et c'est la fédération, hein, d'accord, hein. Et ça, je pense que la preuve, vous l'avez fait. Il y a une bonne présence et une convivialité comme ça. Merci. Merci, professeur Charifi. Merci, professeur Chiban. Donc